Chunk One. Il a toujours été mon fils. On dirait que, bien qu'il soit mon beau-fils, je l'aime toujours comme si c'était mon sang. Reba McEntire, à 70 ans, gardait un secret enfoui depuis des décennies. En 1989, elle a épousé son manager et est instantanément devenue la belle-mère de 3 enfants. Mais l'un d'eux allait devenir le centre d'une histoire qui a choqué Hollywood. Pendant des années, les gens ont chuchoté sur ce qui s'était réellement passé à huis clos. Puis, en août 2025, tout a changé. Reba a finalement brisé le silence et a révélé la vérité que personne n'attendait. Ce qu'elle a dit de son beau-fils a laissé les fans sans voix. Voici l'histoire que Reba a refusé de raconter jusqu'à présent. Reba McEntire est née le 28 mars 1955 à Mollister, Oklahoma. Elle ne pesait que 2,6 kg là, la plus petite de 4 enfants. Son père, Clark McEntire, était une légende dans le monde du rodéo. Il avait remporté les titres de champion du monde de l'assaut de bétail en 1957, 1958 et à nouveau en 1961. Il a gagné plus de 50 000 $ en prix au cours de sa carrière, ce qui équivaudrait à environ 400 000 $ aujourd'hui. Sa mère, Jacqueline, avait autrefois rêvé de devenir chanteuse. Elle avait même remporté des concours de chant dans les années 1940. Mais au lieu de poursuivre son rêve, elle a commencé à enseigner dans une école à classe unique pour seulement 75 $ par mois. Reba venait d'une famille de champions. Son grand-père, John Wesley McEntire, avait également été champion du monde de l'assaut de bétail en 1934. Reba était le 3e enfant, juste entre Paquet et Susie, et sa jeune sœur Alice. Tous les 4 sont ensuite devenus un groupe d'harmonie, se produisant ensemble dans des rodéos et des foires de petites villes dans tout l'Oklahoma. Ils vivaient dans un ranch de 8000 acres, dans un endroit appelé Chucky. La vie là-bas n'était pas facile. Reba a commencé à faire des corvées difficiles à l'âge de 5 ans. Chaque matin, à 6 heures avant l'école, elle aidait à castrer les taureaux avec des outils en fer chaud, à administrer des médicaments vermifuges au bétail à l'aide de seringues métalliques et à ramasser les œufs de 200 poules. Le ranch comptait 500 vaches. Hereford et la famille n'avaient pas les moyens de payer des vétérinaires, alors ils faisaient tout eux-mêmes. Ses mains sont devenues dures à force de maîtriser les veaux et de réparer les clôtures en fil de fer barbelé. Les rassemblements de printemps pouvaient durer 12 heures d'affilée. Après l'école, elle travaillait jusqu'au coucher du soleil et ne commençait parfois ses devoirs qu'à 10 heures du soir à la lampe à pétrole lorsque l'électricité était coupée. Chunk 2. Ce genre de vie lui a appris à gérer la pression. Plus tard, lorsqu'elle a dû donner plus de 100 concertos chaque année, elle ne s'est jamais plainte. Son père donnait à chaque enfant 2 $ par semaine s'il faisait toutes ses corvées parfaitement. Cette petite récompense lui a appris à gérer l'argent et la responsabilité. Des années plus tard, elle gérerait une carrière d'une valeur de 95 millions de $ avec le même état d'esprit. La famille de Reba n'élevait pas seulement du bétail, ils ont élevé des champions de rodéo. Son grand-père John a marqué l'histoire en 1934 lorsqu'il a lasso un taureau en 12,3 secondes, établissant un record qui est resté intact pendant 8 ans. Son père a maintenu cette tradition et a gagné 18 000 $ en une seule année en 1958. Ce serait comme gagner 165 000 $ aujourd'hui. Il s'est rendu à 47 rodéos dans 12 États. Ils étaient toujours sur la route, conduisant parfois 16 heures pour se rendre à une compétition. Son père n'aimait pas payer les chambres d'hôtel, alors toute la famille dormait dans la voiture pour économiser 8 $ par nuit. Pendant la conduite, leur mère leur apprenait à chanter en harmonie à 4 voix. Des chansons comme Tennessee Waltz et Your Cheatin' Heart étaient leur matériel de pratique. Cette Buick de 1952 s'est transformée en leur école de musique sur roues. Reba a appris à bien respirer en chantant dans cette voiture. À l'âge de 8 ans, elle pouvait chanter une harmonie parfaite avec ses frères et sœurs. Leur premier concert rémunéré a eu lieu à la foire du comté de Kia,
où ils ont chacun gagné 3 dollars. Ce long voyage de balades en voiture et de chansons country l'a aidé à devenir l'artiste derrière 35 succès numéro 1 dans les charts country. Même avec tout le talent qui l'entourait, l'enfance de Reba n'était pas remplie d'éloges. Son père, Clark, ne lui a jamais dit qu'il l'aimait, pas une seule fois. Elle s'est confiée à ce sujet dans son autobiographie de 1995 et cela a choqué beaucoup de ses fans. Il avait perdu son propre père à l'âge de 12 ans et cette douleur l'a fait garder ses sentiments enfermés. La mère de Reba était l'opposé. Elle l'a encouragé dès le début. Reba avait à peine 6 ans lorsqu'elle a chanté Away in a Manger pour un spectacle scolaire devant 150 parents. Elle a oublié les mots à mi-chemin, mais elle a inventé les siens et a continué. Ce moment a montré qu'elle avait une pensée rapide et une confiance en scène, même à un si jeune âge. Sa mère a vu quelque chose de spécial. Chunk 3. Elle conduisait 45 minutes chaque semaine pour emmener Reba à des cours de piano qui coûtaient 3 dollars chacun. Cela peut sembler peu, mais Clark ne gagnait que de 250 dollars par mois pendant les saisons creuses, donc ses cours de piano étaient une grosse affaire. Le soutien de sa mère l'a aidé à croire en elle, et le silence de son père l'a rendue déterminée à prouver qu'elle était assez bonne. Quand elle a eu 11 ans, Reba avait son propre cheval. Clark lui a acheté un quarter horse nommé Champ pour 150 dollars. Il lui a dit que le succès ne viendrait qu'avec la pratique. Alors, elle a commencé à s'entraîner tous les matins à 5h30. De 11 à 21 ans, elle a couru dans 89 rodéos et a gagné 8 967 dollars. En même temps, elle a maintenu des A à l'école. Parfois, elle étudiait à l'arrière des camions entre les épreuves de rodéo. Son meilleur temps de course de baril était de 17,22 secondes à la foire de l'État de l'Oklahoma en 1973, se classant 3e sur 47. Elle a obtenu 45 dollars pour cette course. Sa famille payait 12 dollars par mois pour des cours de piano et 8 dollars de plus pour des cours de guitare avec Tommy Whitworth. Reba a promis de pratiquer la guitare 90 minutes par jour et elle a tenu cette promesse. À 15 ans, elle pouvait jouer 23 chansons et avait mémorisé plus de 200 succès country. Elle s'est produite dans des honky-tonks pour 25 dollars la nuit. Ses frères et ses sœurs ont formé le groupe de chant McIntyre et ont participé à 67 rodéos en 1971, gagnant 940 dollars ensemble. Tout ce temps passé sur scène a aidé Reba à acquérir les compétences qu'elle conserverait pour toujours. Comment se connecter avec une foule, comment gagner de l'argent et comment diriger. Reba avait à peine 19 ans lorsque quelque chose d'inattendu a changé toute sa vie. C'est arrivé en 1974 lors des National Finals Rodeo lorsqu'elle a chanté l'hymne national. Red Steagall l'a entendu chanter ce soir-là. Il n'a pas seulement applaudi, il a passé des appels. Il a organisé une rencontre avec Mercury Records. Un an plus tard, en 1975, elle a signé son premier contrat d'enregistrement. Ils lui ont donné une petite avance de 25 000 dollars, à peine assez pour démarrer. Son premier single est sorti en 1976. Il s'appelait I Don't Want to Be a One Night Stand et il n'a atteint que la 25e place des charts. Cette année-là, elle n'a gagné que 847 dollars en redevances. Les choses ont empiré. Chunk 4. Son premier album ne s'est pas bien vendu du tout, seulement 5000 exemplaires toute la première année. Le label n'a même pas essayé de le promouvoir. Ils n'ont dépensé aucun dollar en marketing. Et en coulisses, ils la forçaient à ressembler à quelqu'un d'autre. Son producteur, Jerry Kennedy, a reçu l'ordre de la faire ressembler à Dolly Parton. Ils ont même réduit le budget de son album en plein milieu de l'enregistrement, le faisant passer de 15 000 dollars à seulement 8 000 dollars. Elle a dû enregistrer toutes ses voix en une seule journée. En 1976, Reba et son mari Charlie ont emballé tout ce qu'ils avaient dans un U-Haul et ont déménagé à Nashville. Ils avaient 200 dollars d'économie, mais Nashville ne l'a pas accueillie facilement. Un producteur a dit qu'elle sonnait comme une chèvre qui saigne.
Un autre lui a dit que son accent de l'Oklahoma faisait d'elle des déchets invendables. Elle a continué à enregistrer, mais les 3 premiers albums qu'elle a réalisés de 1976 à 1980 se sont vendus à moins de 45 000 exemplaires combinés. En 1979, elle a chanté A Poor Man's Roses en une seule prise. Elle venait d'apprendre que sa grand-mère était en train de mourir. Mais même avec toute cette émotion, la chanson n'a jamais été diffusée à la radio. Personne ne l'a jouée. Les gens de l'industrie lui ont dit de prendre des cours de chant. En 1978, quelqu'un lui a dit qu'elle devrait penser à une carrière différente. Lors d'une session d'enregistrement pour Feel the Fire, les choses sont devenues si tendues qu'elle s'est enfermée dans une cabine de toilette et a pleuré pendant 20 minutes. Pour payer ses factures, Reba a travaillé dans un restaurant appelé The Stockyard à Nashville. Elle gagnait à peine 13 $ de l'heure, plus les pourboires. Certains clients étaient irrespectueux, ne sachant pas qu'elle était une artiste d'enregistrement. En même temps, elle faisait plus de 200 spectacles par année. Elle se déplaçait dans une vieille camionnette Chevy qui avait 140 000 milles au compteur. En 1978, cette camionnette est tombée en panne dans un blizzard près d'Amarillo. Elle et les membres de son groupe sont restés coincés pendant 14 heures dans un froid glacial. Ils ont brûlé des étuis de guitare pour rester au chaud et ont partagé une seule barre de chocolat. En 1969, elle a chanté gratuitement à la prison d'État de Huntsville. Les détenus ont jeté de l'argent et des cigarettes sur scène. Elle a ramassé 40 cedres et les a utilisés pour payer l'essence. Chunk, 5. Une fois, elle s'est produite à Tulsa avec une fièvre de 39 degrés et une angine streptococcique. Elle s'est effondrée après le spectacle. Une autre fois, elle a joué dans une foire de comté pour 150 $ et le chèque a été sans provision. En 1980, elle est passée à une nouvelle étiquette, Polygram ou Mercury, et a espéré que les choses s'amélioreraient. Mais une bagarre a éclaté entre 2 dirigeants. L'un voulait qu'elle sonne traditionnelle, l'autre voulait qu'elle devienne pop. C'est devenu un environnement toxique. En février 1941, l'un d'eux lui a dit qu'elle était trop country pour la radio country. Elle a frappé du poing sur la table et a dit qu'elle était prête à quitter la musique. Son album de 1980, Feel the Fire, ne s'est vendu qu'à 12 000 exemplaires. Le label a dépensé 200 000 $ pour promouvoir d'autres artistes au cours du même trimestre et n'a rien donné à Reba. Des notes de service internes l'ont plus tard qualifiée de difficile et invendable. Ils ont même essayé de lui faire enregistrer des versions disco de chansons country. Elle a dit non. Cela a conduit à une impasse de 6 mois où elle ne pouvait même pas enregistrer de nouveaux morceaux. En coulisses, Jerry Kennedy a payé de sa propre poche pour l'aider à enregistrer des démos et à maintenir sa carrière à flot. Sa vie personnelle n'était pas plus facile. Elle avait épousé Charlie en 1976. Il avait 10 ans de plus et avait 2 fils adolescents. Il dirigeait un ranch de 7000 acres et Reba était en tournée 8 à 10 mois par année. Les garçons ne voulaient pas d'elle. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Parfois, elle revenait de tournée et la maison était vide. Charlie était parti pendant des jours. Un soir, après une dispute au sujet de sa carrière, elle a écrit « Quelqu'un devrait partir » en larmes. Charlie ne voulait pas qu'elle utilise son nom de famille professionnellement. Il a même dit à des amis qu'il était embarrassé par sa musique. Un soir de 1980, il a menacé de brûler ses guitares si elle n'arrêtait pas de tourner. Reba a dormi dans sa voiture cette nuit-là et a griffonné des paroles sur des serviettes de table. Chunk 6. Leur mariage a duré 11 ans, mais la connexion s'était déjà estompée en 1984. Mais quelque chose a changé en 1981 et 1982. Elle a commencé à faire la première partie de Conway Twitty. Chaque soir, plus de 15 000 personnes la voyaient sur scène et beaucoup pensaient qu'elle était la véritable vedette du spectacle. Son album Live Unlimited est sorti en 1982.
Il a été enregistré à la foire de l'État de l'Oklahoma devant 8500 fans. Elle a reçu 3 ovations debout ce soir-là. L'album n'a pas obtenu le soutien d'un grand label, mais il s'est vendu à 25 000 exemplaires grâce au bouche à oreille. Certaines personnes ont commencé à l'appeler la George Strait féminine. Elle a failli abandonner la musique quelques mois seulement avant son premier succès, numéro 1. En avril 1983, Can't Even Get the Blues est grimpé au sommet. Mais Reba se battait discrètement contre quelque chose qui a failli tout gâcher. La même année, la chanson s'est vendue à 547 000 exemplaires et lui a valu sa première nomination aux Academy of Country Music. Mais ce que les fans ne voyaient pas, c'est que Reba consultait un psychiatre 2 fois par semaine, payant 200 $ pour des séances qui l'aidaient à combattre un trac paralysant. Avant les spectacles, elle vomissait de peur. Elle a même pris du Valium avant de monter sur la scène du Grand Ole Opry pour la première fois. Puis vint un tournant. Le 15 mars 1983, elle a interprété le même succès au Ryman Auditorium sans médicaments. Pour la première fois, elle a quitté la scène en tant que star confiante. 1 an plus tard, tout a explosé. Son album My Kind of Country est sorti en octobre 1984. Et, en décembre, il s'était vendu à 1,2 million d'exemplaires. Il a battu The Great Pretender de Dolly Parton de 300 000 unités. Reba avait rejeté 47 chansons approuvées par le label et a personnellement choisi les 10 titres. Ces choix audacieux ont porté leurs fruits, surtout lorsque How Blue est devenu un favori. Mais les choses sont devenues tendues cette année-là. Au CMA Awards, Reba a battu Dolly pour la chanteuse féminine de l'année. Ce qui s'est passé dans les coulisses a choqué tout le monde. Le manager de Dolly a confronté l'équipe de Reba et l'a accusé d'avoir truqué les votes. Alors que les ventes de 16 de Reba ont grimpé à 2,8 millions de dollars, Dolly's est resté à 2,1 millions de dollars. Puis, des rumeurs ont commencé à circuler. Chunk 7. Lors d'une fête privée, Dolly aurait qualifié Reba de parvenue rousse. La tension s'est répandue dans le domaine public alors que les 2 stars ont continué à s'affronter lors d'interviews à la radio. C'est devenu si évident que Country Music Magazine a publié des articles sur leur querelle pendant 6 mois d'affilée. En 1985, Reba faisait 157 spectacles par an, gagnant 12 000 $ par soir et rapportant 1,8 million de dollars grâce aux tournées seulement. Puis, Vanessa, la nuit où tout a mal tourné devant des milliers de personnes. Elle se produisait à Houston le 8 novembre, portant une robe à paillettes à 800 $, quand elle s'est déchirée de l'épaule à la taille, au milieu de sa chanson. Son soutien-gorge était entièrement exposé, mais au lieu de s'enfuir, Reba a maintenu la robe ensemble et a terminé la performance. « Vous en avez eu pour votre argent ce soir », a-t-elle plaisanté. Ce moment a été capturé par un photographe et s'est répandu dans National Enquirer et People Magazine. Étonnamment, ces ventes de billets ont augmenté de 23% et plus de 2000 fans ont écrit des lettres la félicitant de l'avoir gérée avec grâce. Alors que sa carrière montait en flèche, son mariage a commencé à s'effondrer. Have I Got a Deal for You était sorti en 1945, suivi de Whoever's in New England en 1986. Ce deuxième album s'est vendu à 2,1 millions d'exemplaires et est devenu son premier à être certifié double platine. Mais derrière les paroles se cachaient de vraies larmes. Reba soupçonnait son mari Charlie Battles de la tromper. Sa facture de téléphone montrait 67 appels à un seul numéro au Wyoming. Et vers Noël 1945, elle a trouvé des lettres d'amour dans son camion. La vidéo, à 75 000 $ pour la chanson-titre de l'album, montrait une femme confrontant un homme infidèle, ce qui touchait de trop près. Pendant le tournage, Reba a tellement pleuré qu'ils ont dû s'arrêter entre les prises 14 fois. L'émotion était brute et l'album est resté dans les charts pendant 58 semaines. Cela a fait d'elle la voix du chagrin pour les femmes à travers le pays. Elle a demandé le divorce le 23 juin 1987.
Après 11 ans de mariage, elle a invoqué la violence émotionnelle. Charlie a exigé 500 000 $ et la moitié de ses gains de 2 à 3 millions de dollars. Reba a riposté. Elle voulait le contrôle total de leur propriété de ranch de 850 000 $. Au tribunal, ses avocats ont présenté la preuve des dettes de jeu de Charlie totalisant 127 000 $. Ils ont même montré comment il avait bloqué un accord de résidence à Las Vegas de 75 000 $. La bataille juridique a duré 8 mois et lui a coûté 89 000 $ en frais. L'une de ses chansons, One Promise Too Late, avait des paroles scellées sur les mensonges et les avocats, et ce n'était pas une coïncidence. Au final, Reba a remporté le contrôle total de ses actifs, mais elle a versé tout le chagrin dans ses prochaines chansons Chunk 8. Cette période lui a donné 5 succès consécutifs en tête des charts. En 1988, elle était à son apogée. Son album éponyme, Reba, avait 5 succès numéro 1, dont The Last One to Know et I Know How He Feels. L'album s'est vendu à 3,2 millions d'exemplaires et a rapporté 8,4 millions de dollars. Son image est devenue emblématique. Cheveux rossos, cheveux roux coûtant 300 $ par mois à entretenir, robes coûtant 2000 $ chacune. Mais derrière le glamour, elle perdait sa voix. Des années de spectacles non-stop avaient endommagé ses cordes vocales. Les médecins ont trouvé des nodules en décembre 1988 et l'ont averti de ralentir ou de subir des dommages permanents. Elle est allée secrètement en thérapie à Chicago 3 fois par semaine à 150 $ la séance. Elle buvait du thé au whisky et à la dentelle avant de chanter et utilisait des vaporisateurs engourdissants pour la gorge. En novembre, sa voix a complètement lâché. Elle a dû annuler 3 concerts à guichet fermé, perdant 180 000 $. Les fans n'ont jamais connu la lutte derrière ses performances impeccables. Puis vint 1990. Son album Rumor Has It s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, mais c'est la chanson Fancy qui a fait tourner les tortillas et les têtes. Elle racontait l'histoire d'une mère qui avait forcé sa fille à se prostituer, et certaines stations de radio ont refusé de la jouer. Des groupes religieux ont protesté. Reba est resté ferme, disant qu'il s'agissait de survie. Malgré le contre-coup, Fancy a obtenu plus de 2 millions de passages à la radio en 1995 et est devenue sa chanson emblématique. Plus les gens y résistaient, plus elle grandissait. Mais ensuite, la tragédie a frappé. Le 16 mars 1941, un avion transportant son directeur de tournée et 7 membres du groupe s'est écrasé près de San Diego. Il venait de donner un spectacle d'entreprise pour IBM. Reba avait prévu de voler avec eux, mais est restée avec son mari et son styliste. L'accident a tué les 10 personnes à bord. Reba s'est rendue sur le site le lendemain matin et a vu elle-même l'épave. L'événement l'a brisée. À peine 8 mois plus tard, elle a sorti For My Broken Heart. L'album a fait ses débuts au numéro 1 et s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Chunk 9. Chaque spectacle est devenu un hommage à son groupe. Elle a fait des cauchemars pendant des années. Dans une interview en 1993, elle a dit qu'elle les voyait appeler à l'aide dans ses rêves. Elle a suivi une thérapie pour le SSPT et la culpabilité du survivant. Cet album est devenu son plus grand succès parce que chaque mot venait de la douleur. En 1994, Reba a pris un risque. Elle a joué dans un film fait pour la télévision intitulé Is There Life Out There? Basé sur son succès de 1992, il a été diffusé à 18,2 millions de téléspectateurs. Mais les critiques l'ont démoli avec une note de 2,1 sur 10. Elle a perdu 2 millions de dollars en avenant et a subi un coup dur pour sa réputation d'actrice. Elle s'est battue avec les producteurs qui voulaient une romance cliché alors qu'elle voulait quelque chose de réel. Même si c'était un échec, Reba n'a pas abandonné. Elle l'a utilisé comme une leçon, décrochant finalement des rôles dans Tremors et sa propre sitcom Reba. Mais le drame l'a suivi dans la musique aussi. Son duo Does He Love You avec Linda Davis a atteint le numéro 1 en 1993.
mais Davis a exigé un crédit égal, même si elle n'a pratiquement pas contribué. Lorsque Davis a insisté pour obtenir 50% des redevances, des initiés ont déclaré que Reba était furieuse. En coulisses, les choses se sont enlaidies. Davis a donné des interviews impliquant que Reba a volé la vedette. Malgré la querelle, la chanson a rapporté plus de 3 millions de dollars. Davis a obtenu 25%. Elles n'ont plus jamais joué ensemble. La tension ne s'est jamais complètement dissipée, même des années plus tard. À la fin des années 90, Reba avait 13 albums numéro 1 dans les charts country. Elle a vendu 41 millions d'albums aux États-Unis seulement. Mais en 1998, elle a choqué l'industrie en refusant un contrat pop de 15 millions de dollars. L'offre promettait des producteurs pop et une diffusion radio garantie comme Shania Twain, mais Reba a dit non. Elle craignait de perdre ses fans de country. Cette décision lui a coûté environ 50 millions de dollars, mais elle ne l'a pas regretté. Les critiques l'ont félicité d'avoir choisi l'intégrité plutôt que la célébrité. L'accident d'avion de 1991 est resté avec elle. Chunk, 10. Elle a plus tard admis avoir choisi un vol charter bon marché pour économiser 2000 $ au lieu de prendre un vol commercial. Cela l'a hantée. En 1994, elle a renvoyé 3 managers de longue date et son agent. Cette année-là, son album It's Your Call a culminé au numéro 5. La chanson-titre venait de son époque la plus sombre. À partir de ce moment-là, elle a fait de la sécurité une priorité, établissant de nouvelles normes dans les tournées de musique country. En 1949, elle a épousé Narville Blackstock, son manager, depuis 1969. Cela en a surpris beaucoup parce qu'il a apporté 3 enfants, Brandon, Chidi et Shauna. Reba les a tous adoptés. Les gens ont chuchoté que leur mariage était une affaire commerciale, mais Reba a dit à Barbara Walters en 1991 que l'amour ne suit pas les règles commerciales. Ensemble, ils ont bâti un empire de 15 millions de dollars, bien que les rumeurs de problèmes de contrôle ne se soient jamais dissipées. À la fin de 1996, sa voix a de nouveau échoué. Elle a dû annuler 23 spectacles, perdant 3,2 millions de dollars. Les médecins ont de nouveau trouvé des nodules. Elle a subi une intervention chirurgicale à Vanderbilt et est restée silencieuse pendant 6 semaines. La dépression a frappé fort. Son album de 1997, What If It's You, a quand même atteint le numéro 1 et s'est vendu à 500 000 exemplaires la première semaine, mais elle a failli abandonner. Seul Gnarl savait qu'elle avait des pensées suicidaires. Elle a crédité son fils Shelby, né en 1990, de lui avoir rappelé que la vie avait encore un sens. La même année, les Country Music Awards ne lui ont donné aucune nomination. Elle avait 24 nominations passées et un album numéro 1, mais toujours rien. Elle laisse la dénoncer dans un magazine en disant « Apparemment, avoir des ovaires vous disqualifie ». Des fuites ultérieures ont montré qu'elle avait été bien notée, mais coupée par un conseil d'administration entièrement masculin. Pendant la diffusion, elle a interprété un medley de ses succès, même si cela n'avait pas été approuvé. Elle a reçu des ovations debout, mais a fait face à un contre-coup. Ce moment a déclenché un mouvement. En 1998, des artistes country féminines ont formé une coalition et, en 2000, la CMA a modifié les règles pour inclure davantage de femmes dans le processus de vote. Reba a ensuite remporté le prix de l'artiste de l'année en 1999 et 2001. Le 14 août 1999, une catastrophe a de nouveau frappé. Son bus de tournée personnalisé a pris feu à l'extérieur d'Indianapolis, brûlant pour 1,2 million de dollars de costumes et d'objets personnels. Chunk, 11,71. Sa célèbre robe rouge du CAS de 1993 avait disparu. Il en était de même pour les paroles manuscrites et les photos de famille. L'assurance ne couvrait que 800 000 $, mais elle n'a annulé aucun spectacle. Les fans et les autres artistes lui ont en somme envoyé des tenues.
Quelques semaines plus tard, son duo avec Brooks et Dunn a atteint le numéro 1. Le feu est devenu un symbole. Elle a reconstruit à nouveau. Personne ne s'attendait à ce qu'une chanteuse country se présente dans un film de monstre, mais c'est exactement ce qui s'est passé en 1990. Reba McEntire a fait ses débuts au cinéma. Dans Tremor, une étrange comédie d'horreur dans le désert, où elle a joué une survivaliste amoureuse des armes à feu nommée Heather Gummer. Elle tenait un fusil de calibre 50 tirant sur des créatures souterraines géantes appelées Greyboids et se tenant aux côtés de Kevin Bacon dans la chaleur du désert du Nevada. Son chèque de paie n'était que de 100 000 $, mais ce qu'elle a obtenu en retour était bien plus important. C'était son premier vrai avant-goût d'Hollywood. Elle a dit plus tard que le tournage lui faisait plus peur que le chant ne l'avait jamais fait. Une scène l'a fait crier en tirant sur des marionnettes de monstres qui coûtaient, chacune, plus de 200 000 $ à construire. Tout le film a été réalisé avec un budget de 19 millions de dollars, mais il a quand même rapporté 16 millions de dollars, rien qu'aux États-Unis. Et quelque chose de fou s'est produit. Les fans ont adoré. Le film s'est transformé en un classique culte avec 6 suites. Mais la vraie surprise était Reba. Les producteurs ont été choqués. Elle a réalisé presque toutes les scènes parfaitement en une seule prise, comme si elle jouait la comédie depuis des années. C'est ce qui lui a donné le virus de la comédie. Et elle n'a pas tardé à réessayer. En 1931, elle a rejoint Kenny Rogers pour The Gambler Returns, The Luck of the Draw. Mais en coulisses, c'était une autre sorte de bataille. Cette fois, le défi n'était pas un monstre, c'était Burt Reynolds. Reba jouait une cowgirl tireuse d'élite, mais Reynolds n'aimait pas partager la vedette. Il a commencé à réécrire ses répliques, à supprimer des parties et à ajouter les siennes. Chunk, 12. Un jour, lors d'une scène de saloon, il a même arrêté la caméra et a exigé que le réalisateur n'utilise que sa version du scénario. Reba a dit plus tard qu'il lui avait dit de s'en tenir au chant, ma chérie. Cette ligne est restée avec elle pendant des années. Ce n'était pas seulement irrespectueux. Cela a coûté à CBS environ 150 000 $ de retard parce qu'ils ont dû retourner les scènes plusieurs fois. Kenny Rogers a dû intervenir. Il a dit à l'équipe qu'il quitterait le film si l'irrespect ne s'arrêtait pas. Même avec toute cette tension, le film a été diffusé à 15,2 millions de téléspectateurs, devenant l'un des meilleurs films télévisés de CBS cette année-là. Et Reba, elle est repartie plus forte, sachant comment tenir sa position dans un monde qui voulait souvent qu'elle se taise. Mais tous les projets n'ont pas fonctionné. En 1994, elle a rejoint une grande production hollywoodienne appelée North, réalisée par Rob Reiner. Le film avait un budget de 40 millions de dollars et mettait en vedette Elijah Wood. Reba a joué l'un des nombreux parents adoptifs, lançant des blagues de rodéo qui ne se sont jamais retrouvées dans la version finale. Le résultat, un désastre total. Le film a tellement mal fait qu'il a obtenu 0% sur Rotten Tomatoes. Roger Ebert l'a qualifié de l'une des pires choses qu'il ait jamais regardées. Reba a gagné 250 000 $, mais cela est venu avec le doute. Elle a sérieusement pensé à quitter complètement la comédie. Ce qui l'a aidé à traverser cette épreuve, ce n'était pas Hollywood. C'était Elijah, qui n'avait que 13 ans à l'époque. Entre les prises, il lui a dit qu'elle était la partie la plus drôle de tout le film. Le film n'a rapporté que 12 ou 8 millions de dollars et le calendrier de tournée de Reba pour son album Read My Mind était déjà chargé. Elle a failli quitter Hollywood pour de bon jusqu'à ce que Rob Reiner lui dise de ne pas abandonner. Puis, en 1995, elle a pris un énorme risque. CBS l'a choisie comme Annie Oakley dans Buffalo Girls, une mini-série sur les femmes du Far West. Elle s'est entraînée avec de vrais fusils pendant 2 mois d'affilée, tirant plus de 500 balles chaque semaine dans un ranch du Texas. Un jour, elle a raté un tir avec un Winchester factice et une cartouche à blanc a volé près de la tête de John Toll, le directeur de la photographie. Tout le plateau a fermé pendant 6 heures.
Angelica Houston, qui jouait Calamity Jane, a dit qu'elle était terrifiée pendant chaque scène d'armes à feu partagées, mais aussi impressionnée. La série était coûteuse. Chunk, 13. Elle a coûté 8 millions de dollars, mais elle a attiré 23,1 millions de téléspectateurs en seulement 2 soirs. Reba n'a pas gagné l'Emmy, mais elle a obtenu sa première nomination et elle a gagné quelque chose de plus important, le respect. En 1998, Reba a joué dans Forever Love, un film de CBS basé sur sa propre chanson. Elle jouait une femme qui découvre que son mari la trompe, et les sidelines ont été difficiles. Elle traversait sa propre douleur, ayant divorcé de Charlie Battles en 1987. Mais maintenant, son fils Shelby n'avait que 2 ans, et le tournage signifiait qu'elle devait le laisser derrière elle pendant 6 semaines. Elle est restée à Vancouver alors qu'il est resté à la maison à Nashville. Elle a pleuré tous les soirs au téléphone. Après ce film, elle a établi une règle. Elle ne prendrait jamais un emploi qui l'éloignerait pendant plus de 2 semaines. Le film a attiré 12,4 millions de téléspectateurs, a coûté 3,2 millions de dollars à CBS et a donné à Reba l'une des performances les plus honnêtes de sa carrière. Les larmes à la caméra étaient réelles. À la fin des années 1990, Reba est devenue plus prudente quant au rôle qu'elle acceptait. Elle a fait du doublage dans Charlotte's Web en 2006, enregistrant pendant seulement 3 jours et gagnant 75 000 $. Mais elle a également refusé un rôle de 1,2 million de dollars dans un film d'action de 1999 parce qu'elle ne voulait pas être perçue comme la fille country avec une arme à feu. On lui a offert 12 projets de films différents entre 1996 et 1999, y compris une série western complète d'ABC, mais elle les a tous refusés. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur quelque chose qui comptait vraiment pour elle, une sitcom appelée Reba. Lorsque Reba a été diffusée le 5 octobre 2001, personne n'a deviné que cela changerait la télévision. Elle a joué une mère divorcée essayant d'élever une famille désordonnée. Le réseau W2B était en difficulté, presque en faillite, mais son émission a attiré 4,2 millions de téléspectateurs chaque semaine. À la saison 3, Reba gagnait 100 000 $ par épisode. Les dirigeants voulaient qu'elle rende l'émission plus audacieuse, plus risquée. Elle a refusé. Elle a dit que les familles devraient pouvoir s'asseoir et regarder ensemble. Cette décision a porté ses fruits. Le réseau a rapporté 51 millions de dollars par année grâce à Reba, et elle a duré jusqu'en 2007 avec 126 épisodes. Cela a sauvé le réseau. Elle ne s'est pas arrêtée de là. Le 26 janvier 2001, Reba est montée sur une scène de Broadway pour la première fois. Elle avait 46 ans et jouait dans Annie Get Your Gun. Chunk, 14. Les gens doutaient qu'elle puisse assumer le rôle. Elle leur a prouvé qu'ils avaient ça. Elle a fait 218 spectacles en bottes de cow-boy et en costume lourd, parfois avec une blessure à la cheville cachée par une orthèse. Les ventes de billets ont bondi de 40% au moment où son nom a été annoncé. L'émission a rapporté 1,2 million de dollars chaque semaine. Elle a obtenu une nomination au Tony et elle n'a jamais manqué une seule soirée. Entre-temps, elle a fait plus d'apparitions à la télévision. Elle est revenue pour d'autres films de joueurs, gagnant 75 000 $ à chaque fois. Elle est apparue dans Young Sheldon de 2020 à 2023, jouant la Mima de Sheldon et gagnant 50 000 $ par épisode. Mais en 2023, elle a pris son rôle le plus sombre à ce jour dans Big Sky, Deadly Trails. Elle a joué Sonny Barnes, une propriétaire de ranch souriante qui s'est avérée être une ravisseuse. Les fans ont été choqués. Elle a étudié la psychologie criminelle, a répété pendant des semaines et a tenu des gens sous la menace d'une arme à feu à l'écran. Les critiques ont qualifié cela de glaçant. Certains ont même dit qu'elle pourrait être plus coriace dans la vraie vie que quiconque ne le réalisait. Après tout, en 1991, elle a survécu à un accident d'avion qui a tué les membres de son groupe. Même la CO-19 n'a pas pu l'arrêter.
En 2021, elle a filmé Christmas in Tune dans l'Utah. Elle a attrapé le virus pendant le tournage, mais a continué à filmer, au lieu d'interrompre la production et de perdre 1,2 million de dollars. Elle s'est isolée entre les prises et a payé 15 000 $ de sa poche pour vacciner toute l'équipe de 47 personnes. Elle a gagné 200 000 $ pour le film et il a attiré 2,8 millions de téléspectateurs, le plus grand film de vacances pour Lifetime cette année-là. Elle a failli s'effondrer pendant la scène de danse finale, mais l'a terminée quand même. Puis vint The Voice en 2024 et 2025. Elle s'est jointe en tant que coach. Elle a gagné 8 millions de dollars par saison et a choqué tout le monde lorsqu'elle a volé la candidate Sydney Sternes à Gwen Stefani. Cet épisode du 14 mars 2025 a attiré 17,2 millions de téléspectateurs, le plus grand nombre depuis 2019. Reba ne plaisantait pas. Elle a étudié les médias sociaux des candidats, a embauché un coach vocal à 25 000 $ et a tout planifié. Chunk 15. Au moment où elle a appuyé sur son bouton et a pris Sydney, cela a illuminé Internet avec 50 millions d'impressions. Plus tard, en 2024, elle a lancé Happy's Place, une sitcom avec Melissa Peterman. Elle a été diffusée pour la première fois le 18 octobre et a rapidement attiré en moyenne 6,8 millions de téléspectateurs par épisode, le meilleur pour NBC depuis 2018. Reba a gagné 125 000 $ par épisode, ce qui rendait cette émission spéciale. C'était son côté personnel. L'indépendance de son personnage après le divorce reflétait son propre parcours après sa séparation de Narl Blackstock en 2015. Elle a même improvisé des répliques basées sur de vraies conversations avec ses beaux-enfants et a insisté pour réécrire des scènes afin de les rendre plus honnêtes. Ce divorce a été l'une des parties les plus difficiles de sa vie. Après 26 ans ensemble, Narl est parti et avec lui, elle a perdu plus qu'un simple mari. Il était aussi son manager. Le règlement de divorce de 47,5 millions de dollars a pris près de la moitié de sa fortune de 95 millions de dollars. Elle ne savait même pas combien coûtait le lait à l'époque, mais elle a appris. Elle est devenue sa propre manager, sa propre PDG, sa propre tout. Cela l'a transformée en une femme d'affaires qui n'avait plus peur de rien. Même après cela, elle a gardé son lien avec les enfants de Narl. En août 2025, Brandon Blackstock, qui avait été marié à Kelly Clarkson, est décédé à seulement 48 ans d'un mélanome. Reba a publié un hommage sur Instagram, le qualifiant d'irremplaçable. Kelly venait d'annuler ses spectacles à Las Vegas pour soutenir leurs enfants, River et Remington. Le fils de Reba, Shelby, a qualifié Brandon de plein de vie. La famille est restée unie même après le divorce. Et enfin, en septembre 2025, Reba, à l'âge de 70 ans, s'est présentée aux Emmy Awards portant une bague noire. Un journaliste a appelé Rex Linn son fiancé et elle ne les a pas corrigés. Ils se connaissaient depuis 1991, mais ne se sont rapprochés que pendant la co. Il avait 68 ans et ne s'était jamais marié auparavant. Elle avait été mariée 2 fois. Celui-ci, dit-elle, était différent. Il s'agissait de joie, pas de survie. Et pour une fois, il semblait que son histoire ne se terminait pas. Chunk, 16. Elle ne faisait que tourner une toute nouvelle page.